Oui, bah, on va attendre. Voilà, là, on est en direct. Donc, les gens vont commencer à nous voir et on va avoir un compteur qui va nous dire combien de personnes sont connectées. On va attendre, on va dire, là, il est exactement 19 heures. Donc, à 19h03, on va démarrer. Pas de problème. Voilà, donc là, il y a un petit décalage toujours entre le moment où on démarre, nous, et le moment où ça apparaît sur Facebook. Donc, on va juste attendre un tout petit peu. Alors, on va regarder. Voilà, il y a déjà 13 personnes de connectées. Bonsoir tout le monde, Voilà, bienvenue. bonsoir. Tu nous dis, parce que moi je vois pas le compteur. Hein. Tu le vois, le compteur, Gilles? Non, mais bon, c'est pas grave. Hein. Eh ben, je vous donnerai à peu près les chiffres, hein. Il y a déjà 47 personnes. Voilà. Voilà, au bout d'une minute, ça va monter tout doucement. Vous êtes très attendu ce soir, professeur. Ah bon? Je peux vous dire que depuis qu'on a annoncé ce live jeudi dernier, je peux vous dire que les questions ont fusé. Hein. C'est Vous êtes très gentil. attendu. Hein. Bon, j'espère que je vais pas vous décevoir. Mais non, sûrement pas. Euh, ok, On a essayé. je savais pas que les gens m'attendaient. Je savais pas que je. Ben oui, parce qu'on a fait l'annonce, on vous a présenté sur l'annonce, sur les postes et tout. Et les gens, vous savez, nous, on a fait ce groupe en mars parce qu'effectivement, il y avait cette inquiétude et puis ce questionnement des gens. Et nous, on essaye d'y répondre depuis le mois de mars. Et c'est pour ça que les gens nous suivent. Et puis, on essaye d'être objectif et de donner des réponses qui soient simples et fiables. Voilà, Mhm, parce que bien sûr. les médias amènent des informations de toutes sortes et les gens ont du mal à faire le La part point des sur la choses, situation actuelle. bien sûr. Je Voilà, donc ce comprends. groupe sert à ça. Donc il y en a un groupe il y a à peu près 27 000 membres qui viennent un peu de partout dans le monde. Ce n'est pas un groupe franco-français. Nous avons d'ailleurs 1200 ou 1500 Israéliens, 1000 Tunisiens, 800 Marocains, 600, 700 Algériens. Nous avons des Libanais, nous avons des Anglais, nous avons des Canadiens qui nous suivent Fantastique. régulièrement et qui trouvent dans notre groupe en fait les réponses qu'ils recherchent. Voilà. Donc bonsoir, combien de monde nous sommes, Écoute, là, on a Michel? 134 personnes. Alors, Voilà, donc ça monte euh, assez vite, puisque ça fait que 2 minutes, il est 19h02. On va attendre encore une minute ou deux. Bon, Ah, alors là, il faut que je vois, parce que, alors nous avons, ce qui est bien dans ce groupe, c'est que finalement, on finit par se connaître tous. Alors tous les mots, alors on ne les connaît pas les 27 000, mais on peut dire bonjour aux uns et aux autres, parce que c'est souvent des noms qui reviennent, et on a fini au bout de 9 mois, 10 mois par se connaître. Bon, on va peut-être commencer, Michel, il y a combien de personnes? écoute, ça monte vite, hein. On est déjà à 146 personnes en simultané. Donc, D'accord. moi, je pense on peut peut-être commencer. Et peut-être que Gilles, on va déjà présenter le professeur Cyril Cohen et vous dire qu'on est donc en, en conférence avec lui pendant 1 heure. À 8 heures moins 1 minute, il devra nous quitter. Il est très occupé et c'est déjà très gentil de nous donner 1 heure de son temps. Alors, Gilles, je te Voilà. propose peut-être de présenter déjà le professeur Cyril Cohen. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc le professeur Cyril Cohen est originaire de Marseille. J'ai appris ça la semaine dernière. Il est actuellement directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan en Israël et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19 au ministère de la Santé israélienne. Et donc, monsieur le professeur, bonsoir. Donc, Bonsoir. vous êtes au cœur même de l'action, puisque vous êtes en Israël à la pointe de la vaccination sur le Covid-19. Donc, les réponses que vous allez nous amener ce soir vont beaucoup éclairer nos membres. Et j'espère qu'ils pourront, à la fin de cette émission, se faire une idée précise de ce qu'ils doivent faire par rapport au vaccin et par rapport à l'épidémie qui continue à galoper.
Donc, merci beaucoup d'être présent ce soir. C'est un très grand honneur moi. pour notre groupe de vous avoir. Et je remercie aussi Emmanuel Ada, parce que Emmanuel Ada, c'est celle qui m'a présenté à vous et qui vous a présenté à moi. Et c'est elle qui a fait le lien. Et Emmanuel Ada, c'est une journaliste de Cannes, Israël, et elle a souvent participé dans ce groupe. Elle a souvent fait des posts, et puis on a souvent fait des interviews ensemble en Israël. Et c'est une bonne amie, et que je remercie énormément de nous avoir donné cette opportunité ce soir. Et merci à vous d'être là ce soir. Vas-y, Michel, si tu veux poser la première question. Oui, alors merci beaucoup, professeur Cohen. On a beaucoup de questions à vous poser, des questions pratiques que l'ensemble des membres se posent. Et la toute première question que je vais vous poser, c'est vous êtes très impliqué dans cette lutte contre l'épidémie. Quelles sont exactement vos fonctions et que faites-vous justement auprès du gouvernement israélien et en termes de recherche? Oui, donc bonsoir et c'est à mon tour de vous remercier de m'avoir invité ce soir. Donc, en fait, pour répondre à votre question, j'ai plusieurs rôles en Israël. D'abord, dans mon laboratoire, nous travaillons sur l'immunothérapie. Nous, en fait, travaillons sur des cellules qu'on appelle lymphocytés où nous, en fait, modifions ces cellules afin de les rendre beaucoup plus, je dirais, performantes contre le cancer et les virus. Ça, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire. Mis à part ça, je suis aussi président de l'association de recherche contre le cancer en Israël. Et quand j'ai du temps libre, et en ce moment, justement, c'est la majorité de mes activités, je suis aussi, je suis conseiller au ministère de la Santé. Ça fait déjà une dizaine d'années que je suis membre des comités qui évaluent les essais cliniques qui sont de thérapie génétique et cellulaire au ministère de la Santé. Et là, tout récemment, on m'a demandé justement de faire partie du comité qui est consultatif pour les essais cliniques contre le vaccin, ou pour le vaccin contre la COVID-19, et aussi de temps en temps pour certains nouveaux médicaments qui sont essayés en Israël, justement contre la COVID-19, ou certains développements, essayer vraiment de jongler avec tout ça, quand, une fois de plus, moi, mon point de vue est un point de vue immunologique. D'accord. Ben, merci pour... Ah, Gilles, on t'entend plus là. Voilà. Ouais, c'est bon. Non, on t'entend plus là. On t'entend plus. Alors, je sais pas, c'est ton téléphone peut-être. Ce que je te propose, c'est de te reconnecter et puis je vais poser à ta place la question qui était prévue, si tu veux bien, pour pas perdre trop de temps. Et tu te déconnectes et que tu te reconnectes, on t'entend plus. Alors, donc pendant que Gilles se reconnecte, on avait prévu de vous poser une question qui interroge aujourd'hui quand même beaucoup les gens, c'est l'origine du virus. Bien Alors sûr. c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Oui, Alors, compliqué, voilà, controversé, je crois. Voilà Gilles qui nous rejoint. Alors Gilles, je te laisse poser la question sur l'origine du virus. Alors, voilà. C'est une question qui me tenait vraiment à cœur parce que pour moi, vous savez, il y a beaucoup de théories complotistes actuellement qui circulent dans les réseaux sociaux. Et pour moi, le péché originel, c'est l'origine du virus. Parce que jusqu'à maintenant, on voit que le gouvernement américain demande à la Chine de prouver l'origine du virus et de savoir si l'origine du virus est bien réelle, parce qu'ils ne croient pas à l'histoire de la chauve-souris, du pangolin et du marché de Wuhan. Est-ce que, selon vous, c'est un virus naturel qui vient vraiment d'un transfert de l'animal à l'homme, ou est-ce que c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire? Je sais que vous n'avez pas la réponse exacte, probablement, mais quel est votre sentiment? Oui, non, on peut parler de théorie. Bon, je vous dirais que entre nous, je suis plus du 80%, 20% au niveau, je veux dire, des possibilités que vous avez justement mentionnées. Je vous dirais comme ça, on entend un peu tout. Bon, on sait que les coronavirus sont présents chez les animaux, surtout chez la chauve-souris. On sait très bien que la chauve-souris est un réservoir de virus des virus zoonotiques qui attaquent justement les êtres humains. On sait qu'il y avait justement le SRAS, qui avait aussi pareillement atteint beaucoup moins de personnes, juste 8000 personnes avec à peu près 800 morts. Donc là, on est très loin des 100 millions de personnes infectées avec la COVID-19 et les 2 millions de morts. Mais
Quoi qu'il en soit, on sait que de manière naturelle, c'est possible, surtout lorsque vous voyez cet environnement en Chine où il y a vraiment une proximité. Pour nous, c'est peut-être dur, je veux dire, de la réaliser quand on vit dans le monde occidental, mais cette proximité avec les animaux et justement, je regardais un reportage à ce sujet-là il y a quelques jours pour les 1 an justement de la Covid-19 où vraiment vous allez dans un marché où on vous vend de l'ours et on vous vend du sanglier qui vient ou du chien ou du chat. Donc, bon, c'est possible, c'est très possible. Maintenant, la question, justement, dans le même site, il y a un P4, un laboratoire P4, donc un laboratoire, justement, qui a été, je crois, aidé ou financé par l'Institut Pasteur, si je me souviens bien. Donc, Oui. un type de laboratoire qui, justement, travaille avec ces virus. Serait-il possible que ce virus soit ou ait été isolé de la chauve-souris et étudié justement dans ces laboratoires chinois? C'est possible. Ce que l'on sait quand même, c'est que ces cousins à ce virus, on les a retrouvés il y a déjà 10 ans au Japon, sur des prélèvements qui datent de 10 ans au Japon et dans le Vietnam. On voit vraiment un virus qui est très similaire à la Covid-19, ce qui veut dire qu'il se baladait. Maintenant, vous savez que pour un virus qui passe justement d'un animal jusqu'à l'homme, il doit muter. Est-il possible que justement ils ont étudié par exemple ce type de virus dans leur laboratoire? Une fois de plus, je ne veux pas rentrer dans les complots. Bien entendu. Et que en fait, parce que ce sont des phénomènes que l'on connaît. On peut prendre un virus qui n'attaque pas l'homme et en laboratoire, on peut justement le cultiver sur des cellules humaines jusqu'à ce qu'il mute et qu'il infecte. On a connu ça, par exemple, avec la grippe. Il y avait une recherche en 2012, justement, à ce sujet-là, avec la grippe. Donc, c'est possible. Une fois de plus, nous n'aurons pas toutes les réponses. Je crois que c'est ça. Et c'est en fait la conclusion que nous n'aurons pas toutes les réponses. Et ça va être très dur au niveau moléculaire, vraiment de recréer, je veux dire, de recréer, si ça a été fait en laboratoire, de recréer ça. Mais ce que je tiens à dire, c'est que si on regarde ce virus de manière générale, même s'il a subi une acclimatation dans le laboratoire, ce n'est pas un virus qui a été purement inventé dans un labo. Je veux dire, ça aussi, il faut le dire. D'accord. Et est-ce que ça, Merci. justement, est-ce que ça a un intérêt scientifique de savoir finalement, de répondre à cette question, ou c'est purement d'ordre politique? Peut-être politique ou légal, je ne sais pas, mais d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est à moins qu'il y ait des données au préalable, et je pense que la Chine nous en aurait fait part. Je crois que s'ils avaient ces données du style, comment on a le génome du virus, on a tout, ça a été publié assez rapidement. Donc ça, je veux dire, mis à part ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne pense pas que ça changera quelque chose aujourd'hui, malheureusement. D'accord. Peut-être pour l'avenir, pour les prochains virus. La grande question d'actualité, bien sûr, c'est la vaccination. Et vous Oui. vous êtes, je pense, le pays qui a le plus de vaccinations par habitant. Donc, où est-ce que vous en êtes en Israël aujourd'hui? Nous sommes le leader mondial de la vaccination. Aujourd'hui, pratiquement 25% de la population israélienne a été vaccinée en 1 mois. Ça fait exactement 1 mois aujourd'hui qu'on a commencé la campagne de vaccination avec justement le Premier ministre qui a montré l'exemple. Et très, très rapidement, je dois vous dire, nous avons été surpris. Je tiens à le dire, nous attendions à la base à une campagne de vaccination beaucoup plus lente. Quand je dis lente, c'est-à-dire qu'elle prenne de l'essor au printemps. Mais les vaccins sont arrivés assez rapidement et la logistique israélienne a été, je crois, la meilleure logistique. Je parle avec mes confrères à l'étranger, la meilleure logistique que je connaisse. Et tout ça, il y a beaucoup de raisons pour cela. Je ne sais pas si je dois rentrer maintenant dans les détails ou si vous voulez qu'on en parle un peu plus. On en parlera peut-être tout à l'heure, oui. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, 25% de la population en Israël est vaccinée et on a déjà, pour une partie de ces 25%, administré déjà la 2e dose. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer à partir de ces 25% de vaccinés? Et quel est le pourcentage de vaccinés, selon vous, il faudrait y avoir pour qu'il y ait une immunité collective dans un pays? Oui, donc au niveau, qu'est-ce qu'on a observé? Petit 1, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que une étude qui a été parue ce matin, une fois de plus, c'est une étude préliminaire, mais ce que l'on voit, c'est que le vaccin marche bien
au niveau de la stimulation justement des anticorps. On a vu ce matin, on a un chiffre d'à peu près 98% des gens qui ont reçu 2 doses qui ont développé vraiment des anticorps de manière assez, je dirais, importante, avec une augmentation du nombre d'anticorps 6 fois plus, jusqu'à 20 fois plus entre la première dose et la deuxième dose du vaccin. Donc ça, c'est très encourageant à ce niveau-là. La deuxième chose aussi que l'on sait, c'est que le vaccin commence apparemment à protéger à partir, je dirais, de la 3e semaine, c'est-à-dire qu'après 14 jours, justement, après la première injection, où en fait, on a vu vraiment une protection qui est entre 30 et 60%. Une fois de plus, on a quelques études qui sont différentes selon l'échantillon de la population qui a été testée, mais on parle entre 30 et 60% des personnes qui, justement, après la première dose, après 14 jours, ont vraiment une immunité qui semble les protéger de la Covid-19. La troisième chose, et ce sont les résultats que nous attendons, et je pense que pas seulement nous, mais le monde entier, nous avons aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais nous contribuons nos résultats justement à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS et aussi à Pfizer. Nous contribuerons tous nos résultats pour que le monde puisse apprendre de notre expérience. Ce que on a apparemment une petite évidence que le vaccin pourrait empêcher à une certaine mesure la transmission. Et ça, c'est une grosse question. Ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation qu'il va nous falloir résoudre rapidement pour savoir, à propos de l'immunité, justement, que vous mentionnez, l'immunité collective, comment s'y prendre. Donc, quand on parle de l'immunité collective, la formule très simple en épidémiologie, c'est 1 moins 1 divisé par le R0. Donc, si on prend un R0 à peu près de 3 pour ce virus, il peut être plus important parce que maintenant, on a malheureusement les nouvelles variantes. On parle à peu près de 70% de la population. Il faut savoir que nous ne vaccinons pas les enfants de moins de 16 ans. Pour l'instant, on ne vaccine pas du tout les moins de 40 ans, en gros. Hein, parce que là, on est jusqu'à 40 ans. C'était aujourd'hui, on passe par tranche de 5 ans. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas vacciné les gens de moins de 40 ans, en gros. Donc, ça va prendre quand même un peu de temps, mais on espère que d'ici le mois de mars, on arrivera à 5 à 6 millions d'Israéliens vaccinés, ce qui fera à peu près les 2/3 de la population, ce qui nous permettra quand même d'arriver à une sorte d'immunité collective si on n'a pas de problème avec les variantes. Alors justement, la question suivante qui évidemment intéresse beaucoup les gens, c'est l'efficacité du vaccin. Donc vous avez déjà donné des chiffres. Moi, j'ai quelques questions complémentaires sur ce sujet-là. Alors, d'une part, c'est des petites questions pratiques, mais alors on a beaucoup parlé en France de l'impact de l'augmentation du délai entre les 2 injections. J'ai vu qu'en Israël, vous étiez assez strict sur les 3 semaines. Nous sommes très stricts, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez, quel est votre avis sur le sujet? Écoutez, une fois de plus, c'est une question qui est délicate. Vous savez, notre point de vue, surtout au ministère de la Santé, c'est baser nos estimations sur des faits et le moins d'hypothèses possible. Donc, je vous avoue sincèrement que du point de vue immunologique, 3 à 4 semaines, c'est pratiquement la même chose pour moi. Mais 3 ou 6 semaines, ça pourrait être peut-être problématique. Et 3 et 12 semaines, par exemple, comme il a été suggéré en Angleterre, c'est encore plus, je dirais, problématique. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Si on prend les chiffres, une fois de plus, de l'efficacité du vaccin selon Pfizer, qui vous donne à peu près, ou Moderna, ça ne change rien, parce que bon, ce sont les 2 vaccins qui sont actuellement en Israël, qui vous donnent à peu près 95%. Je vous l'avoue sincèrement, 95%, c'est pratiquement 100%. C'est-à-dire que chaque chose qu'on fera différemment du protocole, ça ne risque pas d'améliorer. Et au contraire, ça risque peut-être de réduire nos progrès. Donc, c'est pour ça que notre point de vue, c'est de suivre le protocole clinique qui a été développé de 3 semaines. Maintenant, je sais que d'autres pays sont en train d'expérimenter. Nous attendons de voir. Moi, personnellement, je suis contre cette expérimentation. Le but doit être effectivement de vacciner les populations à risque. C'est beaucoup plus important, justement, que les autres populations. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de doses, pensez d'abord aux personnes à risque, les personnes de plus de 60 ans, de 65 ans, les personnes en EHPAD, etc. Et après, se poser la question.
Mais d'un autre côté, c'est légitime et c'est un débat qui est légitime de dire, écoutez, j'ai des doses aujourd'hui, je vais vacciner. Mais la question, c'est de savoir est-ce que vous aurez des doses dans 5 semaines ou 6 semaines suffisamment pour donner le deuxième boost, etc. En Israël, par principe, lorsqu'on convoque une personne, sa deuxième dose est déjà mise de côté. On ne convoque pas quelqu'un s'il n'y a pas la deuxième dose disponible. Alors, une autre question sur l'efficacité. Est-ce que vous avez étudié la réponse immunitaire entre la vaccination et la maladie? Qu'est-ce que ça donne? On n'a pas, ce sont des études qui sont en train d'être faites. Ce que l'on sait d'autres essais cliniques justement qui ont été faits qui ont été publiés qui ont été faits, ces essais cliniques qui ont été faits par des compagnies, c'est que dans certains cas, dans un sens, on aurait une réponse immunitaire qui est plus forte grâce au vaccin. Mais l'avantage justement de la réponse contre le virus, c'est que cette réponse est assez diversifiée au niveau des antigènes qui sont, je dirais, la cible du système immunitaire. Ce que l'on fait vraiment avec le vaccin, c'est qu'on cible seulement une seule protéine, et même pas seulement une protéine, mais une partie de la protéine qu'on appelle la protéine S. Donc, la maladie pourrait donner une couverture, je dirais, antigénique beaucoup plus large, mais d'un autre côté, au niveau de la puissance, en vaccinant, il est très possible que l'on mise toutes nos armes, et ce serait peut-être aussi entre guillemets le problème quand on parle des variantes, on mise toutes nos armes justement sur une partie de la protéine S. Donc pour l'instant, c'est comme ça que je peux résumer le sujet. Alors justement, ça nous amène à la question suivante sur l'efficacité sur les mutants. J'imagine que c'est une préoccupation que vous avez au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en préoccupation. Dire ? Oui, donc ce que l'on sait aussi d'études justement qui ont été faites récemment aussi aux États-Unis, et nous sommes en train justement de tester. Une fois de plus, je vous dis, on n'a jamais travaillé aussi rapidement. On est très performant en Israël, mais là, on doit se surpasser. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'apparemment, contre la variante britannique, le vaccin serait protecteur, parce qu'on parle d'un changement justement très ciblé au niveau de la protéine spike, qui est à l'aminoacide, à l'acide aminé, excusez-moi. Ça c'est... Il faut que je traduise de l'anglais en français. De l'acide aminé 501, on sait que justement le vaccin serait protecteur. Maintenant, ce qui nous inquiète un peu, c'est la variante sud-africaine, qui est assez différente, je dirais, un peu plus différente que celle britannique. Et elles ont en commun, justement, elles ont l'acide aminé 501 là, qui est en commun, mais elle a d'autres modifications de la protéine spike. Et là, on a une étude qui montrerait que les gens malades, je ne parle pas encore des gens vaccinés, mais les gens malades seraient à 50% immunes contre la variante britannique. C'est-à-dire que les gens qui ont eu la souche originelle seraient à 50% immunes contre la souche britannique, c'est-à-dire qu'en fait, elles seraient plus résistantes. Et donc, en prenant cette étude, on peut justement penser que pour le vaccin, ça sera plus ou moins la même chose. Mais je tiens à dire que ce qui a été vérifié, ce sont seulement les anticorps, et pas les cellules T, parce qu'on sait très bien que les cellules T donnent une autre couverture qui pourrait justement pallier à ce manque, entre guillemets, d'anticorps spécifiques. Et justement, alors, en termes d'efficacité, est-ce que vous avez mis en place un système de surveillance pour toutes les personnes infectées, pour savoir si elles ont été vaccinées, et est-ce que vous avez déjà des premiers retours? Oui, nous avons des retours à ce niveau-là. Nous savons déjà que, par exemple, les derniers chiffres d'il y a quelques jours, c'est que quand même, 17% des malades graves étaient des personnes vaccinées. Mais je tiens à expliquer, parce que les gens n'ont pas juste voient le titre et ne comprennent pas ce qui s'est passé. On parle beaucoup de personnes qui ont été infectées avant de recevoir le vaccin, ou, par exemple, dans les jours qui suivent le vaccin. Et on sait très bien que il faut au moins 14 jours pour qu'il y ait une certaine protection. Et évidemment, le mieux, c'est les 2 doses et attendre à peu près 1 semaine à 10 jours après la deuxième dose. Donc ça, je dirais, ça ne nous surprend pas. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est qu'on sait très bien que l'efficacité des vaccins dans un essai clinique contrôlé, c'est une chose. Donc si Pfizer nous dit 95%, c'est très bien.
Ça veut dire qu'il y a 5% des gens, justement, qui ont développé la maladie, peut-être moins grave, ça, on n'a pas encore les données, mais ça veut dire aussi que si on prend, par exemple, aujourd'hui 2,5 millions d'Israéliens qui ont été vaccinés, 5% de 2,5 millions, c'est quand même 125 000 personnes qui, selon la statistique, ne seraient pas protégées. Donc, ça veut dire qu'ils développeront la maladie, mais ça veut dire aussi qu'on a plus de 2 millions qui seront protégés. Maintenant, juste pour rajouter une chose, l'efficacité dans un essai clinique, c'est sympa, mais l'efficacité en vrai dans la population, on sait très bien que ça change et ça peut changer. On l'a vu ça maintenant avec l'essai clinique justement sur le vaccin chinois au Brésil, où au lieu des 78% que les Chinois ont dit que leur vaccin protégeait, aujourd'hui au Brésil, on parle de 50,3%. Donc, une fois de plus, on attend ces résultats. Peut-être que d'ici, je ne sais pas moi, 3 mois, on pourra se reparler et voir où on en est. Alors, il y a il y a un article qui circule actuellement sur une étude que je n'ai pas lue du British Journal of Medicine sur une efficacité à 29%. J'imagine que vous avez peut-être vu ça. Oui, on a vu ça, mais une fois de plus, on voit beaucoup d'études. La question, c'est de savoir comment elles ont été faites et de quelle manière, justement, quelles sont les populations. Vous savez, un des gros problèmes que l'on a, c'est souvent quelles ont été les populations testées. Et donc, une fois de plus, est-ce que c'est représentatif de la population? Est-ce qu'on a pris que des jeunes? Est-ce qu'on a pris que des personnes âgées? Est-ce qu'on a pris des gens en bonne santé à la base? Est-ce qu'on a pris des gens qui ont déjà été exposés? Donc tout cela, une fois de plus, je voudrais être prudent. C'est une étude justement que l'on regarde. Ça dépend aussi du type de vaccin. Justement, on est en train de voir. Je vous rappelle, par exemple, au niveau britannique, que AstraZeneca nous avait communiqué des résultats comme quoi 2 doses, ça donnait 62% de protection, et 1 dose et demie, ça donne 90% de protection. Donc, vous savez, on a encore beaucoup à apprendre au niveau immunologique à ce niveau. Alors, je vais vous poser une question qui sera la dernière sur le chapitre de l'efficacité. Est-ce qu'on a une idée de la durée de l'immunité? Qu'en est-il de la réponse vaccinale pour des personnes âgées? Et accessoirement, si vous pouvez y répondre, est-ce qu'on a une idée du profil justement des 5% pour lesquels il n'y a pas d'efficacité? Oui, donc, c'est beaucoup de questions. Beaucoup de Je dois questions, dire, oui. oui. Donc, non, je dois dire qu'en gros, lorsqu'on regarde effectivement la protection, une fois de plus, ces essais cliniques ont été majoritairement orientés vers les 18 à 55 ans, où on a vu une excellente protection, moins chez les personnes âgées, bien que si on regarde l'essai de Pfizer, justement, on a vu quand même une protection quasiment totale, mais c'est basé que sur un nombre très petit de personnes pour les 75 ans à peu près. C'est-à-dire que les gens justement de 75 ans étaient totalement protégés lorsqu'ils ont eu le vaccin et ceux qui ont eu le placebo ne l'étaient pas du tout. Mais aujourd'hui, une fois de plus, il faut dire qu'en Israël, donc la population qui a reçu le vaccin, essentiellement, c'est 80% des gens à peu près qui ont plus de 60 ans, et ça a été fait exprès, et évidemment le corps médical, ça a été fait exprès pour les protéger. Et ce que l'on voit aujourd'hui de manière assez intéressante, c'est que la moyenne d'âge des malades aujourd'hui dans les hôpitaux israéliens est en train de baisser. C'est-à-dire qu'on voit plus de jeunes. Et ça voudrait peut-être dire que les personnes âgées sont protégées. Une fois de plus, je tiens à vous dire que ça fait juste 1 mois qu'on a commencé à vacciner, donc ça va nous prendre encore un peu de temps pour tirer les bonnes conclusions. Mais je vous le dis sincèrement, je pense que d'ici 1 mois et demi, nous aurons, je pense, les résultats les plus fiables au monde parce que nous avons évidemment vacciné un maximum de personnes et nous pourrons justement les communiquer. Donc, à suivre. Donc, on Voilà, aura je peut-être le voudrais plaisir de vous revoir dans 1 mois et demi pour ces premiers faire résultats. le point. Il y a une question qui nous taraude ici en France, c'est que vous êtes effectivement les champions de la vaccination en Israël, et pourtant l'épidémie s'envole en Israël. Vous avez maintenant des milliers de cas par jour, Oui, et oui. c'est un peu paradoxal. Et est-ce qu'on peut nous l'expliquer, ça? Est-ce qu'il y Bien a à sûr, part bien sûr. Oui. Bien sûr. Écoutez, c'est pas entièrement paradoxal. Je peux vous expliquer comment on en est arrivé là. Et il faut aussi comprendre qu'une fois de plus, les vaccins, ça prend du temps, hein. C'est comme
espérer, par exemple, d'aller en salle de gym et après 2 séances devenir Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, non, ça ne marche pas comme ça. Et ben, c'est un peu pareil pour le système immunitaire. Espérer qu'après la première dose, en 3 jours, on est tous vaccinés, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut dire qu'une fois de plus, les chiffres que l'on voit sont toujours des chiffres qui reflètent ce qui s'est passé il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et lorsqu'on regarde plus les personnes qui sont des cas sévères, c'est un peu plus parce qu'une fois… Bien sûr, il y a un décalage. Donc, ce qui s'est passé malheureusement en Israël, c'est qu'on a une fois de plus, et je dis que c'est triste, tardé, et je ne veux pas rentrer dans la politique, mais il y a aussi quelquefois des raisons politiques à ce niveau-là. On a un peu tardé justement parce qu'on hésitait, on s'est dit les vaccins sont là, les vaccins sont arrivés, ils vont nous protéger. Je crois que les gens aussi étaient un peu moins respectueux des mesures qui devaient être prises. On a attendu un peu, on a eu aussi beaucoup de cas importés, malheureusement, parce qu'on a par exemple, vous savez, on a les accords de paix avec les Émirats arabes unis, et on a eu beaucoup d'Israéliens qui justement ont été en vacances, qui nous ont ramené plein de cas de là-bas. En France aussi, rassurez-vous. Ah ben oui, alors maintenant je me sens mieux. Donc, malheureusement, donc voilà, on a eu ça. Et juste aujourd'hui, par exemple, on est en train on a décidé de mettre en pratique les examens de Covid, de la Covid-19 pour les gens qui reviennent de l'étranger et pas seulement l'isolement. Donc, on a eu ça et on a apparemment aussi cette histoire de variante, apparemment la variante britannique qui est aujourd'hui responsable d'au moins 20%, si ce n'est plus, parce qu'elle se propage à un rythme très fulgurant dans la population. Et donc, c'est ça. En fait, quand vous mélangez ces nouvelles variantes, le manque de respect des mesures et ce confinement qui, pendant quelques semaines, n'a pas été un véritable confinement, même aujourd'hui, je vous l'avoue sincèrement, on est confiné, mais la plupart de la population travaille, va dans les lieux de travail, les endroits publics sont entre guillemets fermés, mais bon, on voit quand même, vous savez, en Israël, on a la chance d'avoir un beau temps, quoi. Là, aujourd'hui, il faisait, je sais pas moi, 17 degrés, 20 degrés. La semaine dernière, on a eu d'un coup une pointe de 26. Les gens se voient, sortent, etc. Donc ça aussi, ça a causé, je pense, une montée dans les cas. Donc en fait, cette semaine est une semaine qui est, je dirais, fatidique pour nous, très importante. Voir si d'un côté on va voir l'effet des vaccins, on commence à le voir, on commence à les voir vraiment au niveau de la population parce qu'on voit notre R0, donc le rythme de propagation du virus. Aujourd'hui, il est estimé à 1,02, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une espèce de plateau. Okay, nos cas n'augmentent plus ou moins. C'est vrai qu'on a des hauts cas, on a un haut chiffre de à peu près 9 000, 10 000, mais d'un autre côté, c'est stable. Donc, on espère que ça va se poursuivre la semaine prochaine. Et là, justement, il y a quelques minutes, le gouvernement a décidé de prolonger ce confinement d'une dizaine de jours. Pour compléter ma question, pour savoir un peu ce qui peut se passer en France, en combien de temps vous estimez que la pénétration du variant anglais a été prépondérante en Israël? Combien de temps ça a mis pour qu'il développe de manière prépondérante en Israël? Je dirais un mois et demi. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est toujours en retard d'un mois et demi sur Israël, dans ce qui se passe dans l'épidémie. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu pour voir un peu une je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais bien sûr, mais c'est une idée pour… Oui, c'est une idée. On a aussi la variante brésilienne qui nous inquiète aussi. Bon, elle n'est pas encore en Israël. On a la sud-africaine où on a recensé 15 cas. Et donc, voilà, on va voir comment ça va se développer. Mais une fois de plus, je vous dirais qu'un mois et demi, c'est très, très possible. Elle est très, 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 très contagieuse. La brésilienne, la sud-africaine, la britannique. Oui, j'imagine. Je vois ce qui se passe en Angleterre, c'est une cata. Alors, Michel, on est à la moitié de notre temps là, donc est-ce que tu continues, tu poses ta question suivante? Oui, on va continuer sur un autre sujet qui interroge beaucoup les gens, qui sont les contre-indications à la vaccination. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de questions sur qui peut se faire vacciner ou pas. Donc peut-être la première question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont aujourd'hui en Israël les principales contre-indications? Qu'est-ce que vous recommandez?
Eh bien, les nouvelles vraiment d'aujourd'hui, d'il y a quelques heures justement, c'est une des raisons pour laquelle je me suis branché in extremis, justement les femmes enceintes. Nous avons décidé aujourd'hui de permettre la vaccination, de conseiller la vaccination aux femmes enceintes aujourd'hui parce qu'on a vu une recrudescence des cas de femmes enceintes et on pense que c'est aussi lié justement, on n'a pas encore les preuves, mais ça, on va le savoir d'ici 2-3 jours. On pense que ces cas de femmes enceintes qui arrivent en état critique, c'est lié peut-être à une des variantes. Et donc aujourd'hui, bien qu'on attendait, on recommande au ministère de la Santé la vaccination des femmes enceintes. Je vous dis sincèrement que d'un point de vue, entre guillemets, éthique, nous avons un petit problème parce qu'elles n'ont pas été testées sous les essais cliniques. On adopte la même position, je dirais, que les États-Unis à ce niveau-là et que le CDC. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la vaccination, et ça je tiens à le dire, la vaccination est un choix personnel. C'est pas, on n'oblige personne en Israël, et je pense qu'il ne faut pas obliger, il ne faut obliger personne à se faire vacciner. Surtout avec un vaccin justement qui est utilisé, excusez-moi, sous conditions ce qu'on appelle d'urgence, un EUA, Emergency Use Authorization. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au niveau des contre-indications, les personnes avec donc justement des allergies sévères doivent être surveillées lors de la vaccination. Mais si une personne a fait une allergie, une réaction anaphylactique à la première dose, elle ne recevra pas la deuxième dose. Évidemment, les enfants de moins de 16 ans ne seront pas vaccinés tant qu'on n'aura pas de données de l'étranger, justement au niveau de l'efficacité des vaccins et de la sécurité des vaccins pour ces personnes. Et c'est tout en gros. On n'a pas, Et on alors, n'a tous pas les vraiment gens qui de. ont, alors on nous pose beaucoup de questions sur toutes les personnes qui sont soit immunodéprimées, soit qui ont des traitements immunosuppresseurs. Alors, il faut les vacciner, point à la ligne, parce que ce vaccin est en fait, ils sont plus à risque, justement, s'ils sont immunodéprimés, ils sont beaucoup plus à risque du virus que du vaccin. Je vous rappelle que ce vaccin, les deux vaccins que l'on a en Israël, les vaccins de Pfizer et Moderna, sont des vaccins qui sont à base d'ARN, qui ne contiennent aucune substance infectieuse. Ils ne contiennent pas de vaccin atténué, ils ne contiennent de virus atténué ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, s'il y a un vaccin qui est sûr pour les gens qui sont immunosupprimés, c'est vraiment les vaccins comme l'ARN ou les vaccins protéiniques, etc. Pas les vaccins où on a un virus comme les vaccins atténués ou d'autres virus qu'on appelle prolifératifs qui sont utilisés quelquefois dans des vaccins. Est-ce que le fait d'être immunodéprimé, justement, ça peut avoir une influence sur la réponse au vaccin? Justement, je connais des cas de personnes dans mon domaine, des personnes malades qui ont justement reçu de la chimiothérapie, cancer, etc. Et on a des premières données comme quoi il est dur pour eux ça dépend aussi du stade où ils ont été traités, ça dépend de la reconstitution de leur système immunitaire, mais il est dur pour eux de créer, de produire une réponse immunitaire, je dirais, acceptable après le vaccin. Ça, une fois de plus, on est en train de l'étudier, mais ce sont des cas qui nous inquiètent parce que ce sont des cas, justement, qui n'ont pas d'immunité suffisamment forte pour se défendre contre le virus. Gilles, est-ce que tu avais une autre question sur ce Oui, les sujet? On patients, passe à la suite. j'ai des patients qui ont des polyarthrite rhumatoïde, des problèmes thyroïdiens, tout ça, on peut les vacciner? Et en Israël, nous avons décidé de les vacciner. Par exemple, je vous prends un autre type qui est assez commun, ce sont les maladies, je ne sais pas comment vous le dites en français, de Crohn et les maladies. Oui, maladie de Crohn, oui. C'est ça, Et les, auto-immune un peu. et les colitis, colites, je ne sais Oui, pas, les coliques ulcératives. chroniques, oui. Euh, On- donc, on les euh, Vous les donc vaccinez? oui, nous les vaccinons. Nous les vaccinons, c'est la position officielle. Ils sont vaccinés, ils ont le droit de prendre le vaccin. Une fois de plus, chacun, selon sa pathologie en Israël, on lui conseille de prendre, je dirais, rendez-vous avec son médecin. Je dois dire que pas toujours les médecins ont toutes les réponses, Bien sûr. mais d'un autre côté, oui, il n'y a aucune contre-indication pour ces patients. En gros, il n'y a que les gros allergiques qui doivent faire En attention. gros, aujourd'hui, ouais, c'est pratiquement juste les gros allergiques ou les enfants de moins de 16 ans Oui, bien sûr. pour lesquels on ne peut pas donner le vaccin.
Alors, il y a aussi une situation qu'on retrouve souvent chez les patients. C'est des patients qui se font vacciner et qui déclarent le Covid dans les jours qui suivent, soit qu'ils étaient contaminés avant, soit qu'ils étaient Bien sûr. contaminés après. En tout cas, entre les deux injections, ils déclarent le Covid. Est-ce Nous, que le fait d'avoir eu le vaccin aggrave la situation? Voilà. nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas selon ce que l'on voit. Vous avez une des choses qui nous inquiétait un peu à ce niveau-là, au niveau des vaccins, ça je dirais en quelques mots, c'est ce qu'on appelle un syndrome qui s'appelle ADE, en français ADE, c'est Antibody Dependent Enhancement, c'est-à-dire qu'une augmentation de la maladie à cause des anticorps que vous avez au Oui. préalable. Les On anticorps voit ça facilitants. Comment? On appelle ça les anticorps facilitants, des fois. Ok, ben, merci une fois de plus. Non, mais en français, des fois. Oui, oui, non, 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 je suis vraiment content d'apprendre le terme en français. Donc, en fait, ce que l'on sait, c'est que c'est une des choses qui nous avait fait peur, pas peur, mais qui nous inquiétait un peu parce qu'on connaissait je dirais, ce problème d'anticorps facilitant dans les virus comme le virus de la dengue, je ne sais pas comment vous le dites en français, Oui, le oui. RSV. RSV, et donc et aussi dans certains corona, certains virus du corona. Et donc apparemment aujourd'hui nous n'avons pas de preuve que c'est un tel phénomène qui se produit chez les patients qui ont été vaccinés avec les vaccins que l'on a ou chez des patients qui ont une rechute avec la Covid-19 et le vaccin, et qui après ils sont vaccinés, etc. Nous n'avons pas vu de maladies plus graves. Mais une fois de plus, on parle de cas très rares. On a eu un seul cas, je dois dire, on a un seul cas que l'on suit un peu, d'une personne qui a eu le Covid de manière asymptomatique, un jeune de 23 ans, et qui après a été vacciné, et quelques jours après, je ne sais même pas si c'est quelques jours, je crois que c'est oui, 1 ou 2 jours après, il a fait un espèce de syndrome multi-inflammatoire. Bon, il a été traité à l'hôpital, donc c'est un jeune de 23 ans d'un village arabe, justement, qui a été traité à Jérusalem, dans l'hôpital Hadassah, et qui va bien aujourd'hui, qui va bien sans problème. C'est juste, ça nous a fait un peu peur. Bon, on a réussi à le sauver, mais ça, c'est le seul cas sur 2,5 millions de vaccinations où je peux vous dire peut-être qu'il y a eu une espèce d'interaction, mais on sait très bien, une fois de plus, vous savez, quelquefois on emploie ces expressions, il y a une chance sur 1 million que ça arrive. Vous savez, après avoir vacciné 2,5 millions de personnes, et là, je Bien vous dis, sûr, notre but, on va les c'est de avoir. doubler ça, on aura sûrement des cas comme cela, mais de manière phénomène, non. Je vais compléter ma question. Idéalement, combien de temps il faut vacciner après un Covid? Combien de temps il faut prendre pour faire une vaccination? Nous ne vaccinons pas aujourd'hui après la Covid. Ça, c'est la position officielle du ministère de la C'est-à-dire, Santé. si vous avez fait le Covid, on ne vous vaccine pas? Ouais, ouais. Si vous avez fait, exactement, si vous avez eu le ou la, je ne sais plus comment La vous dites en Covid, français, 19, nous ne vaccinons pas pour l'instant en Israël. Nous donnons priorité aux gens qui ne l'ont pas eu. Nous reposons sur l'immunité des personnes qui l'ont eu. Il y a certains cas, je vous dis, j'en connais certains justement qui m'appellent, des cas personnels où ils ont eu la Covid il y a par exemple 3 mois. Je connais un cas où ils ont eu la Covid il y a 3 mois et la personne a été testée au niveau sérologique et n'a pas d'anticorps. Mais même dans ces cas-là, nous ne faisons pas de vaccination. Nous voulons d'abord vacciner la population et puis après, je pense que d'ici quelques semaines, ces cas seront peut-être vaccinés. Ces personnes seront peut-être vaccinées. Les gens qui ont eu la Covid, parce que nous ne savons pas combien de temps l'immunité persiste. Ce que l'on sait plus ou moins d'études que l'on a, c'est que l'immunité de la Covid persiste à peu près un truc comme au moins 8 mois, de manière assez conséquente. Mais on a en Israël plusieurs cas que l'on est en train d'étudier de récidive, de rechute de la COVID. Donc ça aussi, mais ce sont des cas rares. Hein. On en parle de dizaines ou peut-être à peu près 100 à 200 cas comme ça qu'on est en train d'étudier. Très bien. Alors, Gilles, je ne sais pas, il nous a quittés, mais il va revenir. Ah, il en a peut-être marre. Voilà. Alors, je suis revenu. Donc, j'avais juste, en complément de votre réponse, donc. Gilles, on t'entend plus.
Alors, Gilles, il y avait des questions, pendant que Gilles se reconnecte, il y avait des questions également qui étaient prévues sur le Covid long. Donc, vous avez en Ouais. partie répondu, mais les gens qui ont eu, par exemple, le Covid au mois de mars, donc ça fait quand même pas mal de mois, en France, je dirais, euh, la vaccination se fait après 3 mois, c'est la recommandation La officielle. position du gouvernement ou des autorités françaises, c'est de Voilà. revacciner après 3 mois. Oui. Donc, quelle est votre position, si vous en avez une, pour les Covid longs? Est-ce qu'ils ont intérêt à se vacciner ou pas? Et peut-être, alors c'est des questions qu'on nous pose beaucoup, ça n'a pas un lien direct, mais est-ce que les Covid longs, il y a un virus qui reste, qui est sans quelque part, ou ce sont des phénomènes qui n'ont plus rien à voir avec la présence du virus? Oui, je pense qu'en fait, les deux questions sont liées. Nous n'avons pas d'évidence qu'il y a un problème pathologique au niveau de la persistance du virus chez les gens qui ont la COVID, le long COVID, quoi, ou la COVID longue. Apparemment, ce sont des séquelles. Quelquefois, ça peut être, c'est des problèmes coagulatoires, des problèmes de certains tissus qui ont été détruits. Nous ne connaissons pas une persistance accrue de ce type de virus. Il faut dire quand même que c'est un virus qui, de par sa nature, un virus d'ARN, ne s'intègre pas dans notre génome. Okay. Donc, ce virus peut se balader, mais rester chez des personnes pendant 6 mois, ou enfin 3 ou 6 mois, on n'a pas vraiment d'évidence. Je connais des gens justement qui sont testés positifs Ok. après 1 mois, 2 mois, mais testés positifs pour des traces du virus. Mais ce sont des gens en général dans lesquels ils n'infectent pas d'autres personnes. Donc une fois de plus, la persistance, ils sont peut-être porteurs d'un très peu, je dirais, nombre de particules virales, mais je ne pense pas que c'est ce qui cause leur maladie. C'est souvent des gens, justement, hein, j'entends une des plaintes que j'entends, c'est souvent des problèmes de respiration, d'essoufflement, qui est en fait lié souvent aux dégâts que ce virus fait dans nos poumons et la fibrose qui remplace les tissus, je dirais, pulmonaires, et donc nos poumons qui ne fonctionnent pas suffisamment bien. Donc ça c'est ce que l'on connaît. Les pertes de goût, les pertes d'odorat, ça aussi on les connaît, quelquefois elles peuvent durer plusieurs semaines, mais je ne pense pas que c'est donc lié à la persistance du virus. Voilà. Il nous Gilles, reste un tu voulais quart peut-être. d'heure. Oui. Vas-y, Michel. Non, sur les Covid longs, est-ce que tu voulais, parce qu'en fait, Non, on a c'est un peu bon, c'est bon. répondu à la Oui, on a bien question qu'on avait répondu. prévue sur les Covid Vas-y. longs. Vas-y, Donc, juste continue, Michel. simplement, pour conclure sur les Covid longs, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Non, non, nous ne pensons pas qu'il y ait de contre-indication. Une fois de plus, on n'a pas de données en Israël parce que nous ne vaccinons pas. Enfin, on a des données, je dirais, de manière fortuite, lorsque on a des gens qui ne savaient pas, qui étaient asymptomatiques, qui ont été vaccinés. On a eu quelques cas, même un directeur d'hôpital en Israël qui a été vacciné, et ils ont testé ses anticorps après quelques jours. Il avait déjà un très haut taux d'anticorps, et en fait, on a bien compris que la personne avait été malade asymptomatique, et donc il n'y a pas eu de cas, quoi. Il y a pas eu, Alors, mis à part le cas que je vous ai raconté. vas-y, Alors, Michel. la question suivante, qui est aussi importante, c'est celle des effets secondaires, Oui. là aussi, il y a beaucoup de papiers et de bruit hein, autour de ça. Donc, Il y a déjà, plus de vous, quelle est mythes votre que. expérience? Quel est l'état des lieux? On en a un petit peu parlé déjà, mais si vous pouvez nous refaire une synthèse sur le nombre de morts de cas graves que vous avez eu en Israël. Et il y a beaucoup d'interrogations également sur les effets secondaires après la deuxième injection. Oui. Euh, Écoutez, je vais vous dire ça comme ça. Au niveau des cas, je dirais, ou des effets secondaires, bon, il faut les diviser évidemment en effets secondaires entre guillemets immédiats ou plusieurs jours, semaines, et les effets à long terme qu'on n'a pas d'idée. Hein, mis à part les résultats qu'on a des essais cliniques au niveau, je dirais, de la vaccination, parce que ça fait déjà 1 an pratiquement, hein, depuis le mois de mars, que Moderna a commencé par exemple ses essais cliniques, donc on suit un peu ces gens, mais je dirais que les effets secondaires dont on parle, c'est souvent
des gonflements des ganglions, quoi, des lymphoadénopathies. Je parle des sérieux. Hein. Bon, évidemment, la fièvre, quelquefois l'état fébrile, la douleur. Là, je me tape un peu, voir comment va mon épaule après le vaccin, mais ça va. Ça, ce sont les cas qu'on voit. On voit un peu de paralysie faciale, mais très, très peu. On a vu sur à peu près 2 millions de vaccinations, on a vu 13 cas, donc ce n'est pas trop différent de la fréquence que l'on voit chez les patients. On entend un peu des cas on a eu 2 ou 3 cas, une fois de plus, hein, sur 2 millions de personnes, de gens qui ont rapporté, enfin qui nous ont dit qu'ils avaient un goût de métal lorsqu'ils mangeaient, ou peut-être, une fois de plus, de la parasthésie, c'est-à-dire des fourmis dans certains endroits. C'est en gros les cas que l'on voit. Hein. Je veux dire, on n'a pas vu. Au niveau des morts, nous avons vu peut-être une personne qui avait déjà fait 6 infarctus avant d'avoir le vaccin. Elle avait 75 ans et apparemment elle est décédée. On ne sait pas si c'est des suites du vaccin. Elle est décédée un jour après avoir été vaccinée ou quelques heures après. Voilà, c'est plus ou moins les cas que l'on a. On a une autre personne de 88 ans aussi une personne en je dirais, en état de santé assez, je dirais, grave, qui n'a, on ne sait pas si c'est très dur à prouver si ça a été à cause du vaccin. Une fois de plus, vous savez, en Israël, tous les jours, bon, c'est moins qu'en France, mais tous les jours meurent quand même à peu près 150 personnes en moyenne. Ce qui veut dire à peu près 50 000 personnes par an meurent en Israël. C'est très dur de dire si quelqu'un, justement, vu que les premières populations qui ont été vaccinées sont des populations à risque, des populations âgées, des gens justement qui avaient des comorbidités, c'est très dur de dire est-ce que c'est le vaccin qui est responsable de ça, mais on n'a pas vu vraiment, je dirais, un nombre de cas élevé, pas du tout même. En un mot, les Norvégiens disent qu'ils ont eu 13 morts chez les personnes âgées. J'ai vu. C'est crédible? C'est possible, mais je voudrais, une fois de plus, c'est possible. Hein, je ne sais pas quels En tout cas, en Israël, vous n'avez pas eu. En Israël, non, nous n'avons pas de phénomène comme cela. Nous avons même, justement, le ministère de la Santé a mis au point un site internet où tous les effets secondaires sont reportés et on a vraiment, chaque semaine, c'est mis à jour. Je vous avoue sincèrement, nous n'avons pas entendu, une fois de plus, vous savez, en Israël, on est en général très, très transparent. Les gens ne se gênent pas pour dire ce qui se passe, on ne cache pas l'information comme dans d'autres régimes. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de preuves tangibles qu'il y a des effets néfastes. Alors, il nous reste 9 minutes. On va vous poser les 2 dernières questions. Vas-y, Michel, si tu veux. Oui, alors donc là, je te laisserai poser la dernière, Gilles. Alors, une question qui est très importante, qui est un frein important en France, en tout cas pour la vaccination, c'est la peur de ce vaccin ARN que un certain nombre de personnes assimilent à une thérapie génique, et surtout les questions que cela pose en termes de durée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Donc, j'ai plusieurs questions. Vous allez essayer d'y répondre peut-être d'une façon globale. Alors déjà, ce vaccin ARN, donc c'est un morceau d'ARN, on ne va pas reprendre l'explication, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais est-ce que l'ARN qui est injecté est une substance qui va rester dans la cellule ou est-ce qu'il va être éliminé sur un court terme? Ça, c'est peut-être les 2 premières questions, peut-être pour y répondre rapidement. Oui, très rapidement. Donc, ce n'est pas de la thérapie génique. Hein. Je ne sais pas qui invente ce genre de truc. Je suis vraiment désolé de l'entendre. Ce n'est pas de la thérapie génique, point à la ligne. Il n'y a aucune intégration dans le génome. Cet ARN est en général éliminé en quelques heures jusqu'à 48 heures. Okay. Donc, ça, on ne peut pas parler de thérapie génique. Je ne sais pas pourquoi les gens inventent ce genre de choses. Et une fois de plus, je vous le dis, je sais ce que c'est la thérapie génique. Le fait qu'on ait introduit, je tiens juste à dire que le fait qu'on ait introduit une molécule d'ARN, notre corps est plein d'ARN, nos cellules sont pleines d'ARN, et le virus lui-même, quand il nous infecte, il injecte son ARN. Donc, voilà, la grippe, hein, c'est un virus d'ARN. Alors, il y a eu plusieurs communications et je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre d'une façon simple, de possibilités, même infimes, de recombinaison virale si
Alors, il y a des généticiens Michel, qui Michel, expliquent. Oui, juste, je voudrais, Michel, juste, oui, je te coupe 2 minutes. Je voudrais vous lire le tweet de Raoult jeudi dernier. Vous connaissez le professeur Raoult de Marseille, puisque vous êtes de Marseille. Ouais, je suis de Attention, Marseille, mais ça fait 25 ans, 30 ans que j'ai non, quitté. oui, non, mais pour vous dire, attention, il ne faut pas répondre aux inquiétudes par des bêtises. Les questions-réponses de la Société de pathologie infectieuse de langue française ne tiennent visiblement pas compte de l'état de l'art, qui montre que certaines séquences humaines ont une activité endogène de rétrotranscriptase. Voilà, ce qui a jeté un trouble, donc, voilà. Je voulais vous On faire le part de sait, ce. je suis De entièrement ce... d'accord. Je suis entièrement d'accord, on le sait. Mais si vous comprenez comment le vaccin est fait, ok, vous comprenez que c'est une chose qui n'est pas censée arriver, qui ne peut pas arriver. Je veux dire, pour qu'un fragment d'ARN soit, et je vous le répète une fois de plus, si c'était vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toutes les manières, on produit tout le temps de l'ARN, ok? C'est de la biologie cellulaire de base, ok? On produit tout le temps de l'ARN dans nos cellules. Est-ce que vraiment on a déjà des preuves, par exemple, que des virus, ok, d'autres virus, comme le corona ou comme la grippe, sont intégrés dans nos génomes? Non, nous n'avons pas de truc. Alors pourquoi un petit bout qui est, je dirais, 15 fois plus, 20 fois plus petit que l'information génétique du virus serait elle intégrée, ce petit bout d'ARN serait intégré dans notre génome. Et même s'il est intégré, de toutes les façons, je vous tiens à vous dire, on est tout le temps assailli par des virus, certains de ces virus sont vraiment intégrés dans notre génome. Et bien, on est toujours là, je veux dire, ça c'est pas vrai. On a eu la varicelle qui est réactivée 30 ans après voilà, je veux dire, bon, qu'est-ce qui va arriver? Sincèrement, je vous parle en tant que vice-doyen de la fac de biologie. Hein, je veux dire, C'est pour je ne ça qu'on pense vous pas. invite. C'est gentil, On a merci. besoin d'entendre ça. Mais pas seulement nous, parce que nous, on est convaincus, mais c'est le public qui a besoin d'entendre ça. Non, mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça, ce qui Non, mais vous comprenez que m'interpelle. quand des professeurs envoient des On tweets comme l'a eu ça, ici. On l'a eu ici. On en a eu un directeur d'hôpital. Maintenant, il avait certaines motivations. Sa motivation, justement, c'était de dire que lui préférait un autre vaccin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il avait signé un d'accord. contrat avec. Voilà. Et il a jeté un truc. On ne sait pas. Peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on découvrira qu'il y a un lien avec le cancer. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous dites des choses comme ça. Les gens se stressent très, très, très rapidement. Donc, une fois de plus, je respecte le professeur Raoult. Je ne le connais pas personnellement, bien que j'ai été traité plusieurs fois quand j'étais petit dans son hôpital. Mais avec plaisir, je voudrais revenir à Marseille. J'avais mon billet, justement. Ça fait 20 ans que je n'ai pas. Enfin, ça fait, je dirais, plusieurs années que je n'ai pas été à Marseille. J'y retournerai avec plaisir. Et puis, si j'ai C'est l'occasion, magnifique, Marseille. C'est ben, moi, toujours j'aime aussi bien. beau. Toujours magnifique. Je passerai avoir une petite discussion avec lui s'il n'est pas trop occupé avec. Je vais vous poser la dernière question, monsieur le professeur. Oui. D'après vous, quel scénario de sortie d'épidémie? Donc, écoutez, je vais vous dire Si vous sincèrement. n'êtes pas, bien sûr, un devin, mais selon vous. Non, je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant et j'hésite toujours à spéculer, c'est évident. Je vais vous dire sincèrement. Je crois qu'il y a plusieurs phénomènes, je crois qu'il y a plusieurs manières de traiter une épidémie. Nous ne sommes pas la Chine, vous n'êtes pas la Chine, où lorsque l'on voit 140 malades, on fait un confinement total de 22 millions de personnes, comme ça. Donc ça ne peut pas marcher. On n'est pas comme la Nouvelle-Zélande où on a réussi à tout isoler. D'un autre côté, je suis contre l'immunité collective comme ça à tout vent. Allez, on laisse tout ouvert et puis arrivera ce qui arrivera. Nous voyons nos hôpitaux même aujourd'hui en Israël, et c'est une chose que l'on n'avait pas vue jusqu'à aujourd'hui, à commencer à être surchargé, ça stresse beaucoup. Donc la seule manière d'arriver à une immunité collective, c'est le vaccin. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les vaccins vont être protecteurs? Les nouvelles souches qui apparaissent, je vous le dis sincèrement, ce n'est pas le dernier mot des vaccins. On va sûrement, ça c'est un vaccin première génération, on va sûrement devoir avoir des vaccins deuxième et troisième génération. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Je vous avoue sincèrement, je voudrais croire, je suis assez optimiste, je voudrais croire que les vaccins vont nous amener à une position où la maladie sera endémique,
mais on n'aura pas fini, je pense, hein, je veux rester quand même réaliste, je ne pense pas qu'on va finir d'ici 2, 3, 4 mois après avoir vacciné 60%, 70% de la population, que la Covid-19 soit derrière nous. J'espère que d'ici la fin de 2021, les choses seront un peu plus calmes, okay, même d'ici cet été. Ça dépendra aussi de la vaccination et de l'exposition de la population. Mais je tiens à dire que ce virus nous joue des tours à chaque fois, et même là avec ces variantes. Donc c'est pour ça que, à côté de mon optimisme, je vais quand même utiliser mon joker et dire je ne sais pas ce qui va arriver, mais je reste optimiste. C'est la vie qui nous joue des tours, il n'y a pas que le virus. En tout cas, monsieur le professeur, on a été ravis de vous recevoir. Il est 59. Vous voyez que nous sommes des gens qui respectons les horaires et le timing je dois vraiment vous la laisser. Liberté des autres. Je vous remercie infiniment de nous avoir reçus, d'avoir participé à cette émission. Ça a été vraiment un énorme plaisir. On a appris plein de choses. Alors j'imagine les membres encore plus que nous sûrement. Et je serai vraiment ravi si dans le futur, par l'intermédiaire d'Emmanuel, on refera une autre émission pour voir l'évolution, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que ce Covid-19, là, c'est une série. En fait, c'est une série, on suit les épisodes, malheureusement. Exactement. Nous espérons avoir gagné la bataille et que ça nous rapprochera à la fin de la guerre. Merci beaucoup, Michel. Oui, écoutez, merci. On était plus de 500 personnes en simultané, donc c'est plusieurs milliers de personnes qui nous ont suivis ce soir. Merci beaucoup, professeur. On ne vous retient pas plus et vraiment, c'était super, super intéressant. Gilles, je te propose de rester encore 2-3 minutes peut-être. Oui, on va rester 2-3 minutes. Voilà. On dit encore une autre fois au revoir et merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Je vous souhaite à tous énormément de santé, beaucoup de santé et faites attention. Merci. À très très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Très bien. Donc, voilà. Donc là, on est toujours en ligne là. On est toujours en ligne. On peut peut-être faire un mini débrief, peut-être. Voilà. Donc, vous avez vu, ce soir, on a reçu vraiment la sommité israélienne sur le Covid. Et la sommité israélienne, ça veut dire la sommité mondiale. Parce qu'aujourd'hui, au point de vue vaccination, c'est le pays qui est en pointe. C'est le pays où il faut aller chercher les informations. Moi, personnellement, j'ai appris plein de choses. Et je peux vous dire que les choses sont plus claires pour moi et que si je n'avais de toute façon aucun doute sur l'intérêt de la vaccination, j'en ai encore moins maintenant que j'ai écouté le professeur Cyril Cohen. Et vraiment, je pense que ce groupe, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, la qualité de cet intervenant. Et vraiment, je le remercie. Et je remercie beaucoup Michel qui a fait un travail magnifique de préparation technique, mais aussi intellectuelle, puisqu'on a élaboré ensemble toutes les questions, et c'est même lui qui a été à l'origine de la majorité des questions. Je suis content qu'on ait pu tenir le timing. On a été en 59 minutes, comme il a été promis, et on n'a pas pu répondre à vos questions parce qu'on avait plein de choses à lui demander. Je remercie énormément Emmanuel Adam. Vraiment, ça a été, vous savez, c'est ma copine, je l'adore. Elle est en Israël, c'est une journaliste, et je la kiffe bien à chaque fois, et on fait des trucs sympas ensemble. Voilà, donc on débriefera ça peut-être dimanche dans mon live. Je reviendrai sur cette émission. Michel, vas-y. Oui, écoute, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, et puis c'est vrai que ça répond à pas mal de questions qui se posent sur le groupe depuis un certain temps, et il a répondu d'une façon assez catégorique sur certains points. Il reste évidemment encore beaucoup de points d'interrogation, mais en tout cas, on a éliminé un certain nombre de questions. Il reste des bonnes questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Voilà. On reviendra vers lui dans 1 mois et demi ou 2 mois. Et Michel, il faudrait que tu mettes cette vidéo, non pas seulement sur le groupe, mais qu'on puisse la partager avec d'autres sur d'autres, soit sur ta page, sur ma page, mais enfin qu'on puisse la diffuser, parce que je pense que c'est une vidéo qui est intéressante et qui mérite d'être vue par le maximum de gens. Donc si tu peux la mettre sur un endroit où on peut partager, ça serait pas mal. Ok, Michel. Voilà, au revoir tout le monde. Et on n'a pas fait un live comme d'habitude. On n'a pas parlé, on ne s'est pas dit bonsoir, on ne s'est pas dit au revoir. Je vous dis au revoir à dimanche, 19h comme d'habitude. Et on refera le point sur l'histoire de ce Covid qui n'en finit pas. Épisode 17, nous sommes arrivés. Voilà, au revoir tout le monde. Au revoir Michel, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, au revoir Gilles, au revoir Cadeau qui a suivi les questions aussi. Merci à tout le monde. Au revoir. Allez, bye bye.
Au revoir.